Il est 13h sur E-Télé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Après les échanges avec les institutions et ministères sectoriels, la Sénat a rencontré ce mercredi les organisations de la société civile et les médias. Le point et les appréciations dans ce journal. Plusieurs projets de loi, dont celui portant création de la Cour spéciale des affaires foncières, ont été adoptés ce mardi par les députés de la 8e législature. Les travaux se sont déroulés en présence de 2 membres du gouvernement. Après plusieurs mois d'attente et de report, les étudiants du Bénin retrouvent les aires de jeu le 12 novembre prochain, ceci dans le cadre du déroulement des Jeux universitaires. Merci de nous préférer pour vous informer. La rencontre avec les acteurs impliqués dans le processus électoral initié par la Commission électorale nationale autonome Sénat ont pris fin ce mercredi sur des notes de satisfaction. Après les échanges entre l'institution en charge des élections au Bénin mardi dernier, ce fut le tour ce mercredi des organisations de la société civile et les médias. L'on est en droit de dire que le processus se déroule normalement. Témoin de la séance d'échange de cette 3e journée avec Sir Tossa et Paul Estessa aussi. Les rencontres initiées par la Commission électorale nationale autonome Sénat avec les différents acteurs impliqués dans le processus électoral en cours se sont poursuivies ce mercredi 5 octobre. Étaient conviés à ce 3e jour d'échange et de partage les organisations de la société civile OSC et les médias partenaires. Une rencontre qui, aux yeux du président de la Sénat, Saka Lafia, a tout son sens. Nous connaissons votre importance dans la démocratie, dans l'exercice du pouvoir du peuple par le peuple et une élection législative ayant pour vocation la désignation des représentants du peuple. Votre avis est requis sur les différentes séquences de cette consultation du peuple dont vous êtes d'éminents porte-parole. On ne saurait donc ne pas vous associer, votre rôle est irremplaçable. Vous soumettre ce qui est fait jusque-là, recueillir vos suggestions et recommandations, avoir votre perception sur les échéances à venir. Après cette brève allocution introductive du président de la Sénat, qui reconnaît le rôle combien important que jouent les OSC et les médias dans le processus électoral, place a été donnée aux communications. Sénat, nouvelle structuration, organes, liens, composition et attribution, chronogramme des législatives 2023, niveau d'exécution et enfin législative du 8 janvier 2023, rôle et responsabilité des OSC et des médias. 3 au total, ces différentes communications ont permis aux participants de faire désormais la différence entre la Sénat et la Direction générale des élections, de maîtriser le chronogramme des prochaines législatives, mais aussi de s'approprier le rôle qui est le leur dans l'accompagnement du processus électoral. La Sénat attend des OSC et des médias un rôle d'information et de veille durant tout le processus électoral, étant unanimement reconnu comme partenaire privilégié de la Sénat. Et si donc vous êtes nos partenaires privilégiés, nous attendons de vous la sensibilisation et l'éducation de l'électorat, la vulgarisation des tests, la vulgarisation du cadre juridique que nous nous sommes donnés, la couverture médiatique des activités de la Sénat, la veille électorale permanente, le suivi du processus électoral, l'importance du rôle joué par vous, OSC et médias, dans le processus électoral
est incontournable et incontestable. Après ces 3 différentes communications, place a été faite au débat. Les échanges ont été bien nourris et diverses préoccupations ont été abordées par les participants. Dans sa réponse à ces préoccupations, le président de la Sénat a essayé d'apporter des clarifications tout en réaffirmant l'engagement de l'institution dont il a la charge à toujours coopérer avec ses forces. Nous nous engageons à maintenir le contact avec vous d'une manière ou d'une autre. Tenir compte autant que faire se peut de vos pertinentes recommandations. Appliquer le code électoral et toute la réglementation électorale dans leurs lettres et dans leur esprit. Satisfaits de la rencontre, les participants sont repartis avec le ferme engagement d'apporter leur contribution à la réussite du processus électoral en cours. C'était donc un élément de Sirtosa présenté par Modeste Dossou-Togbé. Et juste après la séance d'échange, quelques participants ont livré leurs impressions au micro de nos reporters. Ils ont réitéré leur engagement à œuvrer pour des élections apaisées. Nous pouvons retenir que la Sénat a bien fait de rencontrer la société civile et les médias. Nous, en tant que COSEP Bénin, nous sommes déjà sur le terrain. Nos observateurs à long terme sont déjà sur le terrain. Ça veut dire que nous accompagnons déjà la Sénat. Et bientôt, nous allons commencer l'éducation civique et aussi observer tout et rien sur le terrain jusqu'à la fin du processus. Étant de la société civile, nous avons pris l'habitude donc de prendre une part plus ou moins active dans le bon déroulement des processus électoraux. Et nous faisons déjà de la veille citoyenne autour de tout ce qui se fait jusque-là. Nous allons continuer cette veille citoyenne et nous allons l'accentuer, surtout pendant la campagne électorale et le jour du scrutin, pour voir si la façon dont les choses vont se dérouler sera comme on le souhaite, conforme au test, et surtout si les choses vont se dérouler de façon à faire de ces élections-là des élections comme on le souhaite, qui débouchent sur des résultats acceptés de tous, sans contestation. C'est des échanges pour encore comprendre davantage le rôle de la Sénat et le rôle que la Sénat attend des organisations de la société civile du Bénin. Et en tant que partenaire des élections, je crois que c'est pertinent d'organiser ces échanges-là. Et vous avez suivi avec nous, vous avez constaté, vous avez entendu les questions posées, qui sont quand même des questions pertinentes. Même s'il y en a qui n'ont pas eu des résultats tout de suite, je crois qu'elles ont ouvert des débats qui vont certainement se poursuivre dans le sens d'améliorer le code. Il y a eu des questions qui ont été posées qui ne sont pas en fait du fait de la Sénat. C'est la loi et c'est la loi qui en a décidé ainsi. Et dans l'application de la loi, elle sera éprouvée et alors des corrections seront apportées. 5 textes de loi plus tôt ont été adoptés ce mardi 4 octobre 2022 à l'Assemblée nationale béninoise. Il s'agit entre autres du projet de loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières, celui modifiant et complétant la loi numéro 2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin. 2 membres du gouvernement ont pris part aux travaux. Le point des échanges avec Stélia Padon. Créer une cour spéciale des affaires foncières, c'est l'une des mesures du gouvernement pour accélérer les procédures de litiges domaniaux reçus et traités jusque-là par les juridictions ordinaires. Les chiffres sur les conflits sont effroyables selon les données de l'Agence nationale du domaine et du foncier. En 2018, par exemple, sur les 4 724 dossiers en examen devant les tribunaux de première instance, dont 886 pour le tribunal de première instance de Cotonou, seulement 215 ont été vidés.
Présent à la plénière, le ministre en charge de la Justice, Séverin Quenom, est revenu sur les raisons et implications de cette proposition gouvernementale. L'idée de création de cette juridiction, ainsi que le rapport l'a indiqué tout à l'heure, est d'abord de répondre à la question de la sécurité foncière et donc vu comme une réponse à la mafia qui se développe de plus en plus sur fond de corruption des juges, mais aussi et surtout régler la question de l'examen ou de la célérité dans l'examen des affaires. À partir du moment où cette cour-là sera créée, les juges qui y travailleront ne feront du lundi au vendredi que de s'occuper des affaires foncières, contrairement à ce qu'il en est devant les juridictions ordinaires où nous avons des audiences dans d'autres matières. Au thème des échanges, les députés ont adopté à l'unanimité le texte de loi. Les parlementaires se sont également penchés sur le projet de loi portant modification et complément de la loi numéro 2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Une réforme qui vise à conférer au président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires. Je voudrais dire ma grande joie et ma satisfaction dans cette initiative du gouvernement de rendre la justice réellement dans sa mission de base, car la punition devrait impliquer une certaine rédemption. Quand quelqu'un reconnaît sa faute et qu'il a purgé et qu'il purge une peine, il serait très bien que de considérer les conditions dans lesquelles il est en train de les faire et si vraiment il a compris cette rédemption-là et qu'il est en train de se repentir. C'est ça qui conditionne que l'on lui fasse une grâce ou qu'on n'écoute ses peines. Jugeant de la pertinence de l'initiative du gouvernement, les députés ont donné leur approbation pour la modification du code de procédure pénale. 3 autres textes de loi ont été adoptés à la faveur de cette 3e session extraordinaire au titre de l'année 2022. Après la marche du cœur entrant dans le cadre de la célébration de la 32e édition de la Journée mondiale des personnes âgées, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, en collaboration avec le ministère de la Santé, a convié ce mardi 4 octobre 2022 à une séance de dépistage gratuite au profit de ces personnes du 3e âge au centre intégré d'épanouissement. Et ceci pour permettre à toutes ces personnes d'avoir une idée sur leur état de santé. Le compte rendu avec Koutounjo et Isaac Mambo. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes du 3e âge, venus honorer le rendez-vous médical organisé conjointement par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et le ministère de la Santé. Tour à tour, ces pépés et mémés ont eu droit à diverses prestations sanitaires et ceci dans l'objectif de préserver et d'améliorer leurs états de santé. Ils sont près de 200, ils sont là. Les consultations, il y en a de diverses zones. Il y a d'abord la prise des constances de manière systématique, le poids, la taille, le calcul de l'INC et ensuite le dépistage du diabète, de la glycémie, la consultation en ophtalmologie et ensuite le médecin conseil qui est là pour faire une sorte de consultation générale et donner des conseils, recueillir un peu les plaintes en termes de santé des personnes âgées, les besoins spécifiques, les apprécier, donner des conseils de manière générale. S'il y a des ordonnances qui sont prescrites et que la personne âgée qui a cette ordonnance-là est vulnérable, il y a également un fonds qui est mis à disposition pour accompagner ces personnes âgées-là. Cet événement inédit, organisé et célébré en l'honneur des personnes du 3e âge, à faire des heureux dans le rang de ses bénéficiaires. Je vous remercie particulièrement et remercie particulièrement le chef de l'État d'avoir pensé aux hommes du 3e âge parce que je n'ai jamais vu. Nous sommes heureux
ce devoir de mémoire que notre fils, notre frère a initié. Même les personnes qui ne peuvent pas marcher se sont déplacées parce que l'État a pensé à nous. Autant que nous sommes, nous avons un mal que nous sommes en train de traîner. Et on dit, surtout nous qui avions travaillé, qui sommes pensionnaires, on fait le programme. Ce mois, j'irai à la consultation. Et puis, c'est un autre problème qui vient se greffer sur la pension. On n'arrive pas, on accumule des mois, sans être vu une seule fois pendant une année. Donc voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui est une très grande joie pour chacun de nous. Les hommes et femmes du troisième âge sont des personnes ressources. Ils ne doivent dans aucune mesure être considérés comme étant des charges. Pour ce fait, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance adresse cette invite à tous les proches des personnes du troisième âge. Que les familles s'occupent encore davantage de leurs personnes âgées. Parce que vous représentez un trésor. Vous êtes une source de sagesse et vos conseils nous sont très précieux parce que vous avez déjà parcouru une bonne partie du chemin et vous connaissez le chemin. Et sans votre expérience, sans vos conseils, nous, parfois, on peut être perdus. Donc, nous avons besoin de vous écouter. L'initiative ne va pas s'arrêter à cette séance. Les dialogues intergénérationnels vont se poursuivre et les besoins d'intervention qui n'ont pu être satisfaits immédiatement le seront, en faire savoir les organisateurs de cet événement. Direction la cité des Koboro, où un hangar servant de salle de classe depuis 8 ans à l'EPP Gandon de Parakou s'est effondré ce mardi 4 octobre 2022 sur des écoliers. Bilan, 4 blessés dont 3 apprenants et un enseignant. Notre équipe de rédaction était sur les lieux pour faire le constat. Suivez les détails dans cet élément de Amadou Amadi et Maké Kakou. Nous sommes ici à l'école primaire publique de Gandon. Voici la patame en question qui s'est affectée sur les apprenants en plein cours. Pas de perte en vies humaines, mais quelques blessés. Il y a eu 4 blessés, 3 élèves avec l'enseignant. Il y a, parmi les 3 élèves, il y a 2 filles et un garçon et l'enseignant. Mais la plupart, c'est des égratignures. On doit remercier le Seigneur. La plupart, c'est des égratignures. C'est le garçon qui sent un peu des maux au niveau de la hanche et on a été obligé de l'évacuer sur le CHD. Juste là, on n'a pas encore les résultats de ceux-là. Mais les autres, on les a soignés déjà au centre de santé de Pébier et ils sont déjà avec nous ici. L'enseignant, lui, a décidé d'aller se soigner. Il est allé pour soigner les égratignures qu'il a eues. Érigé il y a 8 ans, les causes de cet incident seraient dues à la vétusté du matériel utilisé pour la construction. C'est un hangar de fortune qui a été construit il y a de cela déjà 8 à 10 ans. C'est un hangar qui a vieilli et l'eau de ruissellement est dans. Tous les bois sont presque au dehors et c'est ça qui a causé la faiblesse de ce hangar. Et vous savez que les enfants sont un peu têtus, malgré tout ce que je dis là. Et donc, ils n'ont jamais cessé de s'accrocher à ça. Et c'est ça qui a causé ce que vous êtes en train de constater ce matin. N'eût été la vigilance de l'enseignant, le pire pourrait se produire. Et on doit le remercier, puisque c'est lui qui a fourni le plus grand effort. Parce que c'est lui qui, quand la chose a commencé par tomber, c'est lui qui a tenu fort pour que les enfants puissent s'étouffer. Sinon, ce serait arrivé, prendre un coup sur les enfants, c'est autre chose qu'on serait en train de dire à l'heure là. Et on doit remercier le Seigneur. Il faut noter que les dispositions étaient en train d'être prises par les parents d'élèves avant que les dégâts ne surviennent ce mardi 4 octobre 2022. Le vendredi 23 du mois passé, nous avions tenu une AG dans l'enceinte de l'établissement ici. Et tous les parents étaient là et ensemble, tout le monde a constaté la vétude de la chose, la vieillesse de la chose. Et c'est dans ce cadre que les parents eux-mêmes ont décidé de souscrire volontairement 1000 francs par élève pour qu'on puisse réfectionner le dit hangar. Dans l'attente de la rentrée des fonds
que nous sommes maintenant et que le pire est arrivé ce matin. Pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, le président du bureau APE lance un appel aux autorités à divers niveaux. Si les autorités, si elles sont à l'écoute et si elles peuvent venir voir et nous aider un peu dans nos souffrances, ça nous ferait beaucoup plaisir. Sinon, on n'a jamais cessé de faire des appels à l'endroit des autorités. C'est officiel. Étudiants et étudiantes retrouvent les heures de jeu le 12 novembre prochain pour y disputer les Jeux universitaires. Ceci après plusieurs mois d'attente et de report. L'annonce a été faite ce mercredi 5 octobre 2022 par le directeur général de l'OBSU à la faveur d'une séance d'information et d'échange tenue à Cotonou. Séance qui a connu la présence du ministre des Sports et des représentants des entités universitaires. Moucharaf Soumanou et Isaac Mombo pour le point. Un nouveau format prend possession des Jeux universitaires. Pour le compte de cette année, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, en collaboration avec le ministère des Sports, a décidé, entre autres, que les différents championnats vont se dérouler en deux phases. La phase zonale qui débute le 12 novembre et la phase finale prévue pour mi-décembre. À cet effet, 33 entités universitaires publiques et 25 privées regroupées en 5 zones vont compétir dans 4 disciplines que sont le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Le directeur général adjoint de l'OBSU rappelle les conditions de participation. Il faut être étudiant d'une entité universitaire publique ou d'un établissement universitaire privé. Ne pas être joueur des championnats professionnels, première et deuxième division et amateur en cours. Parmi les conditions de participation, la toute dernière qui exclut de compétition les étudiants évoluant dans les championnats professionnels de première, deuxième et troisième division qu'organisent les fédérations est expliquée par le ministre des Sports. L'idée pour nous est de dire, si on a d'une part ceux qui animent les différents championnats qui sont dans le pays et il n'est pas interdit à un étudiant d'être professionnel dans un club d'une discipline ou d'une autre, on prendra les autres qui n'ont pas réussi à être professionnels et on va les engager dans un championnat qui leur permet eux aussi d'exprimer leur talent et qui permet aux équipes de venir faire ce qu'on appelle les sélections ou les drafts qui consistent donc à piquer les meilleurs talents et éventuellement à leur signer des contrats professionnels. Et il arrive bien souvent, en tout cas nous espérons atteindre cet objectif un jour, que parfois le talent suffise pour engager l'équipe à supporter les frais académique de l'étudiant talentueux coopté comme sportif professionnel. Pour la réussite de ce qui est devenu depuis plusieurs années une tradition, le directeur général adjoint de l'OBSU rappelle les attributions du comité d'organisation et rassure qu'elles seront exécutées. Les attributions du comité d'organisation, aussi bien pour la phase de zone que pour la phase nationale. Il s'agira pour donc les comités d'organisation d'élaborer le budget de la compétition, d'élaborer le calendrier des différentes rencontres, de retenir le lieu de déroulement des compétitions. Tout ça, c'est déjà fait. Assurer le transport, l'hébergement, la restauration et le rafraîchissement des joueurs, gérer l'arbitrage, garantir la sécurité et la santé des joueurs et athlètes, et puis accomplir toute autre activité pouvant améliorer la qualité de la compétition. Il faut préciser que la phase zonale va durer 2 semaines et va se dérouler simultanément sur 5 sites. L'université de Parakou pour les équipes de la zone 1, le stade Goho d'Abomey pour les équipes de la zone 2, l'université d'Abomey-Calavi pour les équipes de la zone 3, le collège Père Aupier pour les équipes de la zone 4 et enfin le stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour les équipes de la zone 5. Au thème de cette séance d'échange, quelques responsables et représentants d'entités universitaires ont livré leurs impressions. Ils étaient au micro de Moucharaf Soumanou et Edouard Kap. Le schéma, le nouveau format, il nous convient très bien. Le 12, nous sommes déjà prêts nous autres, même si on dit demain, nous sommes déjà prêts, donc nous ne sommes pas surpris. Et si chaque année on peut avoir de l'innovation pour mieux réussir le championnat, ce serait bien. Et le championnat, ce n'est pas dans la salle bleue du Palais des Congrès, mais plutôt sur les différents terrains, donc ils n'ont pas à avoir peur. Ils auront peut-être à donner ce qu'ils savent faire, nous aurons à donner ce que nous savons faire, donc il n'y a pas à avoir peur. Nous allons jouer comme il le faut. Cette date, vraiment, ça a été une longue attaque pour nous et ça nous convient vraiment, ça nous convient. On peut tout faire pour participer à cette date. Actuellement, nous n'avions pas tous nos 12 joueurs pour jouer actuellement, mais je crois que nous allons voir ce qu'il y aura de mieux, si on pourra faire appel à ceux-là qui sont déjà partis
pour qu'ils puissent revenir jouer avec nous. Ce format nous convient largement. Et au départ, dans la zone 4, où nous avons été logés, dans la zone de l'Atlantique, nous devrions affronter, où nous étions au départ 21 équipes, mais aujourd'hui nous allons compétir à 12. Je pense que ça nous permettra mieux de se structurer et de préparer l'aventure, de continuer plutôt la préparation que nous avons amorcée il y a de cela plusieurs mois. Nous avons 7 des athlètes qui ne sont plus là aujourd'hui. Nous serons malheureusement dans l'obligation de faire avec ceux que nous avons apportés demain et nous pensons que le résultat sera par la grâce de Dieu. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bene et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bene tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.